Bonjour, cette capsule va parler du dédoublement de la personnalité. Premièrement, qu'est-ce que le dédoublement de la personnalité? C'est un type de trouble dissociatif caractérisé par au moins deux identités alternantes, appelées alter, état autonome ou identité de moi. Il s'agit d'un problème pathologique qui tire son origine presque exclusivement de traumatismes qui sont généralement survenus sur une période prolongée durant l'enfance. On peut définir le trouble dissociatif de l'identité par la présence de deux ou plusieurs identités. Le patient va avoir plusieurs états de personnalité bien distincts se succéder les uns après les autres et prendre tour à tour le contrôle de leur comportement. Il éprouve donc une grande difficulté, voire une incapacité à évoquer des souvenirs personnels. Autrefois, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble de personnalité multiple. Le TDI est un trouble mental sérieux qui affecte certaines fonctions du cerveau, comme la mémoire, l'identité et la perception de l'environnement. Voici quelques faits sur le trouble dissociatif de l'identité. On estime qu'entre 1 et 3 de la population serait touchée. 95 des personnes atteintes rapportent avoir été abusées, soit sexuellement, soit physiquement, et dans 90 des cas, ce sont des femmes. La souffrance liée à ces traumatismes serait telle que chez les individus ayant une capacité innée à la dissociation, la seule façon de survivre serait de se détacher de soi, parfois jusqu'à se créer des identités parallèles. Quand la dissociation persiste alors que les événements traumatiques sont finis, il ne s'agit plus d'un état adaptatif, mais plutôt d'un fonctionnement pathologique et envahissant. Contrairement à la dissociation normale, qui est de courte durée, légère et transitoire, la dissociation pathologique est chronique, grave et débilitante. Donc, elle affaiblit et démoralise. La dissociation est un phénomène adaptatif et inoffensif auquel tout le monde peut être confronté dans la vie de tous les jours. Ça arrive quand on est dans la lune ou quand on rate une sortie sur l'autoroute ou encore quand on ne se souvient plus de rien après avoir parlé en public. Le TDI est souvent mal diagnostiqué. En fait, de 25 à 50 des personnes atteintes ont d'abord eu un diagnostic erroné de schizophrénie. Ces deux maladies mentales distinctes se manifestent souvent par des symptômes quasi identiques. En fait, 73 des schizophrènes et 87 des personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité ont des hallucinations auditives. Dans la très grande majorité des cas de TDI, les voix viennent de l'intérieur de l'individu, alors que chez les schizophrènes, les voix viennent de l'extérieur. Pour être un peu plus clair, selon moi, ce qu'ils veulent dire, c'est que les personnes atteintes de TDI entendent des voix dans leur tête, un peu comme la petite voix qui vous dit que c'est mal, alors que les schizophrènes entendent quelqu'un à l'extérieur leur parler, comme une discussion qu'ils sont les seuls à entendre. Mais ça, c'est selon mon interprétation. Les distinctions de ces deux maladies peuvent être difficiles à établir, mais c'est important de mieux définir les symptômes du TDI afin d'orienter le traitement de façon optimale. La dissociation pathologique peut être soit complète, soit partielle. Dans le cas où elle est complète, chaque personnalité agit de façon distincte avec des caractéristiques particulières comme l'âge, l'image corporelle ou les comportements différents. Dans l'autre cas, donc quand elle est partielle, les différentes personnalités peuvent être conscientes les unes des autres. Le caractère évident de la manifestation des différentes personnalités est variable et sont souvent plus flagrantes quand les patients sont soumis à un stress extrême. La fragmentation d'identité conduit généralement à une amnésie asymétrique dans laquelle ce qui est connu d'une des identités peut ou peut ne pas être connu de l'autre. C'est-à-dire qu'une identité peut présenter une amnésie quant à des événements vécus par les autres identités. Certaines identités semblent se connaître les unes des autres et interagir entre elles dans un monde intérieur élaboré. Certaines interagissent plus que d'autres. Le trouble dissociatif de l'identité comprend deux formes. Premièrement, il y a la forme de possession. Dans cette forme, les identités se manifestent généralement comme si elles étaient des agents extérieurs, comme un être naturel ou un esprit, qui a pris le contrôle de la personne. Cette dernière parle et agit de façon très différente. Dans ces cas, les identités apparaissent clairement, donc les autres les perçoivent facilement. Dans plusieurs cultures, les états de possession similaires font partie de la pratique culturelle ou spirituelle et ne sont pas considérés comme un trouble dissociatif de l'identité. La forme du TDI avec possession diffère en ce que l'identité de remplacement est indésirable et se produit involontairement. Elle provoque une détresse et un trouble fonctionnel grave. Elle se manifeste en des temps et des lieux qui enfreignent les normes culturelles et ou religieuses. Il y a aussi les formes non possessives. Elles tendent à être moins évidentes. Les sujets peuvent ressentir une altération soudaine de leur sens du moi ou de leur identité, se sentant peut-être observateurs et non acteurs de leur propre discours, émotions et actions. Beaucoup de patients présentent également une amnésie dissociative récidivante. Voilà les symptômes du trouble dissociatif de l'identité. Incapacité à se rappeler des événements de tous les jours, des informations personnelles importantes et ou des événements traumatisants ou stressants. Tout ce qui n'est généralement pas perdu dans le cadre de l'oubli ordinaire. Les patients peuvent voir apparaître des symptômes pseudo-commerciaux, mais qui peuvent en fait faire penser à d'autres pathologies. La personne atteinte peut montrer des signes d'épilepsie, de troubles de l'humeur, de troubles de stress post-traumatique, de troubles anxieux, de troubles de la personnalité ou même de schizophrénie, alors même qu'elle n'en est pas atteinte. Ils peuvent entendre des voix,
ils peuvent aussi avoir des hallucinations visuelles, tactiles, olfactives et gustatives. Ainsi, un patient peut être à tort diagnostiqué comme ayant une psychose. Mais ces symptômes hallucinatoires diffèrent des hallucinations caractéristiques des troubles psychotiques comme la schizophrénie. Les patients atteints du TDI présentent ces symptômes comme provenant d'une autre identité, comme si quelqu'un d'autre avait envie de pleurer avec leurs yeux, d'entendre la voix d'une autre identité les critiquant. Ensuite, il y a aussi la dépression, l'anxiété, la toxicomanie, l'automutilation, les crises non épileptiques et les comportements suicidaires ainsi que les troubles sexuels qui sont fréquents. Le changement des identités et les barrières amnésiques entre ces identités déterminent souvent des vies chaotiques. Généralement, les patients tentent de cacher ou de minimiser leurs symptômes et l'effet qu'ils ont sur les autres. Allons voir plus en détail ce qu'est l'amnésie dissociative. Elle se manifeste sous la forme de lacunes au niveau des souvenirs des événements personnels passés, par exemple des périodes de temps au cours de l'enfance ou de l'adolescence ou la mort d'un parent. D'oubli en mémoire fiable, comme ce qui est arrivé aujourd'hui, les compétences bien acquises telles que la façon d'utiliser un ordinateur et de découverte de preuves de ce qu'ils ont fait ou dit, mais sans aucun souvenir de ces actes ou qui ne semblent pas avoir un rapport avec eux. Des périodes de temps peuvent être perdues. Le patient peut découvrir des objets dans leur sac de course ou des exemples d'écriture personnelle qu'ils ne peuvent ni expliquer ni reconnaître. Ils peuvent aussi se trouver dans différents endroits où ils se souviennent avoir été et n'ont aucune idée de pourquoi ou comment ils sont arrivés là. Contrairement aux personnes présentant un trouble de stress post-traumatique, les patients présentant un trouble dissociatif de l'identité oublient les événements de tous les jours et les événements stressants ou traumatisants. Les patients varient dans leur prise de conscience de l'amnésie. Certains tentent de la cacher. L'amnésie peut être remarquée par d'autres personnes lorsque les patients ne parviennent pas à se souvenir des choses dites ou faites ou des informations personnelles importantes comme leur nom. Voici les symptômes dans la forme de possession. Dans cette forme, les identités multiples sont facilement visibles pour les membres de la famille et les proches. Les personnes atteintes parlent et agissent d'une manière visiblement différente, comme si une autre personne ou un autre être avait pris le relais. La nouvelle identité peut être celle d'une autre personne, souvent quelqu'un de mort, peut-être d'une façon dramatique, ou celle d'un esprit surnaturel, souvent un démon ou un dieu, qui peut exiger des punitions pour les actions passées. Voilà les symptômes dans la forme de non-possession. Dans cette forme, les différentes identités sont souvent peu claires aux yeux des observateurs. Au lieu de ça, les patients ont un sentiment de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment d'irréalité, de détachement de soi et de leurs processus physiques et mentaux. Les patients disent se ressentir comme des observateurs de leur existence, comme s'ils regardaient un film sur lequel ils n'ont aucun contrôle, donc perdent du contrôle personnel. Ils peuvent ressentir différemment leur corps, comme celui d'un petit enfant ou d'une personne de sexe opposé qui ne leur appartient pas. Ils peuvent avoir des pensées, des impulsions et des émotions soudaines qui ne semblent pas leur appartenir et qui peuvent se manifester sous la forme de multiples flux de pensées confus ou sous la forme de voix. Certaines manifestations peuvent être remarquées par les observateurs. Par exemple, les attitudes, les opinions et les préférences des patients en ce qui concerne la nourriture, les vêtements ou les intérêts peuvent soudainement changer puis redevenir comme avant. Les personnes atteintes d'un trouble de l'identité dissociative vivent aussi des intrusions dans leur activité quotidienne lorsque se produit un changement d'identité ou une interférence par un état d'identité avec le fonctionnement d'un autre. Par exemple, au travail, une identité en colère peut soudainement crier sur un collègue ou un patron. Finalement, les traitements. Premièrement, le diagnostic repose sur l'anamnèse, donc un retour à la mémoire du passé vécu et oublié ou refoulé, donc qui s'oppose à l'amnésie, parfois complété par l'hypnose ou les entretiens facilités par les sédatifs. Voyons maintenant les traitements. Les patients peuvent faire une psychothérapie axée sur l'intégration à long terme des identités lorsque c'est possible. Il y a aussi les soins de support ainsi que le traitement médicamenteux nécessaire pour les symptômes associés et en cas de dépression et ou d'anxiété comorbide. La prochaine capsule sera sur la bipolarité. Bye!